Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode numéro 3 de Chauve et Dangereux. Cette fois-ci, JP, on est de retour avec un invité. Yes, on a amené mon bon ami Chris Tibb. Et je respecte le thème. Exactement, il fallait, c'était comme Même, genre... ça me rappelle une histoire. Excusez-moi de casser votre introduction. Mais non, let's go. Je présentais en Utah sur un genre de conférence keto, of all things, tu sais. Puis, dans le fond, c'est drôle parce que j'ai parlé contre le keto dans une convention keto. En tout cas, je me suis pas fait d'amis. Mais ça pour dire que j'explique le système d'adrénaline. Comment que l'adrénaline fonctionne, ces choses-là. Puis là, j'explique que l'adrénaline, oui, ça donne plus d'énergie, mais c'est dangereux parce que tu vas désensibiliser les récepteurs bêta-agonistes. Tu peux créer un effet de surentraînement ou de burn-out si tu es tout le temps sur l'adrénaline. Fait que là, pour sortir l'explication, je dis, on va sortir de quoi qui est plus simple à comprendre. Je dis, imagine, en anglais, là, que l'adrénaline, c'est comme le NOS dans ton char. Ouais. Là, tout le monde part à rire. Je dis, pourquoi est-ce que le monde rit? Là, OK, Vin Diesel. Le monde me compare à ça. Mais, j'ai déjà failli faire son stand-in en passant. On m'avait demandé de faire le stand-in de Vin Diesel pour Chronicle of Riddick qui a été filmé à Montréal. Mais tu vois, parmi les stories que j'ai faites, quelqu'un avait dit ça, genre on dirait vraiment Vin Diesel. Deux Vin Diesel. Ah ouais, moi aussi. C'est cool parce que... Là, nous autres, on est Vin Diesel, lui, c'est Van Diesel. Mais plus il vieillit, on dirait plus qu'il va vers JP un peu, tu sais. Ah ouais, exact. On dirait qu'il grandit un peu, Vin Diesel. Bon, calisse. Non, mais pour vrai, tu sais, c'est cool, c'est ça le concept qu'on ait. Tu sais, jusqu'à présent, on a eu Julien. Ouais. Tu sais, Louis Dom, ça compte pas. On dirait, il a la tête rasée, tu sais, mais des fois, il y a un peu de feu. Mais, puis même des suggestions des gens qu'on a eus, tu sais, comme Francis Allard et tout du monde, on dirait, en entraînement, la majorité finissent un petit peu moins de cheveux, exactement. Mais c'est un addon, là, que c'est pas un prérequis pour venir au podcast. Mais là, aujourd'hui, c'était quand même... Puis un autre addon, il tripe ses pogs. Yeah. T'as des pogs, j'ai des pogs. Ouais. On a tous les mêmes prochains. Ouais, je te le dis. Là, on va faire une armée de pogs à la gang. On va conquérir le monde. Il y a même un pog qui a le même nom que moi, que mon pog j'ai né il y a 12 ans. Là, je l'appelais JP. Ben, moi, attends, on va aller plus loin parce que je pense que nos filles ont les mêmes noms aussi, Madison. Madison, oui, ici, Madison. Fait que, tu vois, regarde, on s'en va quand même loin avec tout ça. Fait qu'il y a sûrement un parallèle à tirer dans tout ça. Là. Ouais, je pense que oui. L'univers qui nous parle, man. Fait que pour le podcast, dans le fond, ça fait un bout qu'on n'a pas fait de podcast, mais ce qu'on voulait vous expliquer, c'est que on veut pas se donner genre une obligation. On veut le faire quand on a envie de parler, quand on a envie de dire de quoi. On veut pas comme toujours avoir une récurrence à chaque mois, à chaque semaine, et ainsi de suite. Puis, tu sais, oui, on est invité dernièrement. On a déjà fait un seul. On a invité des invités, là. Ça donne que ces temps-ci, Chris s'entraîne avec moi beaucoup. Fait qu'on est tout le temps en train de parler ensemble. Fait que là, on a dit, bon, ben, go, on va faire un podcast, ça va venir. On va parler de ces sujets-là dans le podcast. Ça va être intéressant pour tous. Puis, ben là, dernièrement aussi, on avait ta compétition que tu as eue. J'ai eu les compétitions. Fait que, tu sais, on était chacun de bord occupé. Ouais. Mais là, je pense que là, on avait vu, c'était temps qu'on se mette à reparler des petits sujets croustillants, des petits trucs qui se passaient, puis tout. Fait que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, là. Tu sais, c'est toujours autant d'actualité parce que tout ce qu'on parle dans les podcasts, puis même que ce qu'on aurait déjà parlé entre nous dans le premier épisode, on peut quasiment l'en ramener avec Chris, puis ça va être bon aussi. Exact. Puis tu sais, on a le nom Chauve et Dangereux, notre podcast, puis tu le sais, étant ami avec JP, c'est la réalité. Là. Comment qu'on parle, là, c'est comme ça sur le podcast aussi. On a des opinions qui sont fortes, mais c'est des opinions d'expérience, ça fait un moment. Puis tu sais, c'est la mode maintenant, les réseaux, l'information est garochée, mais c'est pas tout le temps des bonnes sources d'expérience. C'est rarement des bonnes sources. C'est rarement. Puis tu sais, je venais souvent avec JP, je suis comme, hey, ça me fait chier que celle-là, il y a autant d'engagement puis d'intérêt sur lui, mais il maîtrise tellement pas ses connaissances, l'information. Pourquoi? Fait qu'en tout cas, on essaie d'éclaircir ça, au moins pour les gens qui nous suivent. Exactement. Un petit peu, les bonnes choses des mauvaises. Là. Plus une question d'expérience, puis de démystifier qu'est-ce qui est vrai. Là. Comme un peu Mythbuster, mais c'est pas comme Mythbuster, mais c'est un peu ça, dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qu'on pense, puis peut-être de pousser les gens à avoir une opinion différente, puis être capable d'analyser genre ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Fait que dans tout ce contenu-là, comme tu dis, genre de quelque chose de plus pertinent, dans le fond. Ouais. Tu sais, où j'aimerais me diriger, là, dans la première portion du podcast, on niaisait avec ça. Tout le monde va être entraîneur aujourd'hui. Oui. Ça a du bon, ça a du mauvais, OK?
Mais j'aimerais ça savoir, moi, pour le cas de Chris, quand que ça a commencé, d'où est venu cet intérêt-là, OK? Puis c'était quoi un petit peu les premières étapes pour toi pour devenir entraîneur? Ça va faire un bon parallèle à ce que les gens font aujourd'hui, peut-être. Fait que j'aimerais ça qu'on commence avec ça. Ben, tu sais, ce que je vais te dire n'est pas vraiment applicable aujourd'hui. Honnêtement, j'ai été vraiment chanceux. Tu sais, c'est juste parce que je connaissais la bonne personne. Mais si on parle juste d'entraînement en tant que tel, tu sais, je m'entraîne probablement depuis que j'ai 10 ans. Ouais, man, j'ai écouté des petits bonhommes à la télévision, puis dans les pauses, je faisais des squats ou je faisais la chaise sur le mur, des push-ups. La raison, c'est parce que, tu sais, je suis moyen dans tout. Je suis pas grand, je suis pas particulièrement joli. J'étais bon à l'école, mais tu sais, j'étais pas bon dans les sports nécessairement. OK. Mais j'avais le besoin de me faire respecter pour quelque chose de physique. Parce que j'étais très, très, très complexé. Fait que j'ai utilisé l'entraînement pour dire, regarde, je suis moyen dans les sports, mais j'ai compris, déjà à 10 ans, je comprenais, si je deviens plus fort, je vais être meilleur dans les sports. Ouais. Fait que j'ai commencé à 10 ans, puis j'ai commencé à être meilleur dans les sports, surtout au football éventuellement, que là, la force était plus utile qu'un sport comme le soccer. Oui. Fait que c'était, je dirais, mon début. Tu sais, je donne un exemple. Quand je suis rentré au secondaire, je voulais être receveur de passe au football. Je me dis, la seule chose que j'ai besoin, c'est les jambes. Ouais. Je veux courir vite. Fait que je faisais des jambes tous les jours, 2 fois par jour. T'sais, pas excessif pendant tout, mais là, de fil en aiguille, je suis tombé plus en amour avec l'entraînement qu'avec le sport en tant que tel. Ouais. Puis j'ai eu la chance, dans le fond, de me faire coacher par la personne qui était le seul préparateur physique d'athlète à Trois-Rivières, dans le temps, qui s'appelait Jean Boutette, qui était aussi mon coach de football. Puis immédiatement, quand j'ai eu 19 ans, où à ce moment-là, j'avais transféré vers l'haltérophilie, ben, il m'a dit, Chris, peux-tu venir m'aider à coacher mes athlètes? Parce que j'aimerais que quelqu'un puisse les coacher en haltérophilie sur le terrain. Okay. Fait que là, j'avais 19 ans, puis je coachais des gars qui jouaient NHL, des gars qui jouaient AHL. Tu sais, c'est aucun mérite, man. Souvent, j'ai des monde qui me posent la question, c'est quoi le meilleur truc pour devenir entraîneur? Je dis, man, j'ai aucune fucking idée. Sérieusement, là, je le sais pas. Ouais. Mais tout ce que je peux dire, par contre, c'est qu'à partir de ce moment-là, où j'ai vraiment voulu pousser, j'ai dû lire au-dessus de 250 livres d'entraînement. J'ai fait des conférences à pu finir. J'achetais des VHS parce qu'on n'a pas Internet dans le temps pour voir les techniques des exercices, ces choses-là. Tu sais, j'ai pris beaucoup de temps. J'appelais d'autres coachs pour aller... Parce que dans le temps, il fallait prendre un téléphone pour apprendre d'eux autres, ces choses-là. Ouais. Puis une chose que je remarque, c'est qu'aujourd'hui, puis le vrai problème, pourquoi est-ce qu'on a tellement de gnochons puis d'incompétents sur les médias sociaux ou entraîneurs en général, c'est que le monde, maintenant, on vit dans une société de fast-food intellectuel, si on veut. Le monde ne prendra pas le temps de lire un livre où ça va prendre un 15-20 heures, aller voir un cours de 12 heures, une formation de 12 heures, aller faire passer une journée complète avec un entraîneur, voir comment il travaille, faire du shadow, ces choses-là. Ouais. Le monde ne font plus ça. C'est où que tu apprends à cette heure? C'est les réseaux sociaux. Ouais. Exact. Le monde, ils veulent consommer du 90 secondes, 60 secondes. Puis c'est correct, mais à quel point tu peux véhiculer de l'information en 90 secondes? Tu peux pas aller dans le profond des choses. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que le monde va avoir des complexes qui sont simples. Des grandes idées. Prends un exemple, la diète. La seule chose qui est importante, c'est le déficit calorique. C'est un gros concept. Facile à comprendre. Mais regarde, tu sais comme moi qu'il y a des choses... Ben ouais, il y a des nuances, exactement. C'est context dependent. Fait que plus tu peux avoir une idée qui est simple, plus ça va pogner. Parce que le monde n'a plus les compétences intellectuelles pour faire la part des choses. Puis là, t'as le coach, ou la personne qui veut être un coach, qui n'a pas toute l'expérience qu'on a, qui n'a pas toutes les heures et les heures et les heures d'apprentissage qu'on a, mais qui veut quand même réussir. Fait elle, c'est à son avantage de s'accrocher à des idées qui nécessite pas de penser. Tu sais, des formules toutes déjà faites. Faut que tu fasses 8 à 12 répétitions par muscle, par exercice. Faut que tu fasses 6 à 12 séries par muscle. Tu sais, plus tu fais de volume, plus tu progresses. Tu sais, des idées qui sont bien simples. Ouais. Comme ça, il n'y a pas besoin de se casser la tête pour essayer de solutionner des problèmes, d'expliquer ce qu'il y a. Puis le moindrement qu'il y a quelque chose, le challenge. Tu sais, quelqu'un qui reçoit des résultats avec une autre méthode. Quelqu'un qui donne des autres idées, mais qui l'argumente bien. Dude, le gars panique. Ouais. Parce que ça vient de le rendre... Il est déjà insécure par rapport à ses compétences. En dedans de lui, il sait qu'il n'est pas compétent, tu comprends? il le sait, là. Ouais. Il n'est pas épais, là. Mais fait, le moindrement qu'il se fait challenger, qu'est-ce qui arrive? Il voit sa défensive. Ouais. Faut que je protège ma chasse gardée. Oh, mais les études disent ça, puis lui, il dit ça, puis tu t'accroches à un expert que tu prends comme ton modèle, puis c'est juste lui qui a raison. Parce que moins tu te casses la tête, plus ça te sécurise dans ce que, OK, j'ai les bonnes réponses. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est... Tu sais, regarde... moi, j'aime la science, je lis la science, mais tu sais, tu regardes
moi, je suis obligé de poser la question, les personnes qui appliquent tous les résultats des études à la lettre, ils ont-tu un meilleur physique que les personnes d'il y a 20 ans? Non, jamais. Non. Ben, à un moment donné, c'est parce que moi, c'est quelqu'un qui a la meilleure théorie du monde. Qui n'a pas le résultat. Ça veut dire quoi? C'est de la masturbation intellectuelle. Ouais. Non, littéralement. C'est un bon terme, ça. C'est ça le problème. Ouais. Puis je pense que moi, ce que j'aime le plus dans l'entraînement, puis je pense qu'ici, on est des passionnés, fait qu'on va se reconnaître là-dedans, c'est expérimenter les choses. Ouais. Ben oui. Voir, OK, sais-tu quoi? Je vais essayer ça. Ça se peut que ça marche pas. Il y a bien des affaires que j'ai faites dans ma vie qui ont fucking pas marché. Sauf que j'essaye. Puis c'est ça qui est le fun. 100%. Fait que, mais le monde aujourd'hui, C'est de même que t'apprends quand t'essayes oui, c'est quelque n'importe chose. quoi. Parce que sinon, le monde, ce que tu disais tantôt, c'est vraiment... On dirait qu'ils apprennent quelque chose, puis ils font juste « Hey, c'est malade », puis ils viennent le véhiculer sur les réseaux sociaux, mais ils le comprennent pas, puis ils l'ont jamais appliqué. Mais ils sont sûrs, puis ils mentionnent « Ah, j'ai vu ça sur PubMed, j'ai vu ça, ça c'est la science. » Ouais, mais tu l'as jamais fait, man. En quoi ça va être bon? C'est de la bullshit si tu l'as jamais essayé? Tu te rappelles la métaphore que j'ai utilisée dans le char tantôt? Oui. Quelqu'un qui... l'image que je peux donner des entraîneurs d'aujourd'hui, ceux qui se fient seulement sur les études scientifiques, alors que les conditions dans lesquelles l'étude est faite, c'est absolument pas reproductible de ce que tu vas avoir dans la vie. Je fais un peu l'équivalent avec le témoin de Jéhovah. Tu sais, le témoin de Jéhovah, c'est quoi comme religion? C'est quelqu'un qui va interpréter la Bible à la lettre. Il est marqué dans la Bible que c'est 144 000 personnes qui vont se rendre au paradis. Ben, eux autres, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, il y a déjà un témoin de Jéhovah qui est venu chez nous, puis je l'ai fait rentrer, puis on a avoir une discussion. T'sais, j'aime beaucoup la religion parce que je trouve que en tout cas, je vais pas embarquer là-dedans. Fait que là, on commence à parler, puis là, je dis, c'est-tu vrai que il y a seulement 144 000 personnes qui vont au paradis? Oui, dans le verset, telle chose de Jean, seulement 144 000 élus. Ben, tu dis, Chris, le gros, donne-toi une chance. Essaye pas de me recruter. À la limite, arrange-toi pour que le monde suive moins Jésus, laisse ton spot. T'sais. Mais l'entraînement, c'est ça, c'est que le monde regarde la science, puis il interprète ça à la lettre. Ouais. Il essaie pas d'interpréter, il essaie pas de comprendre c'est quoi le message derrière ça. Comment je peux prendre cette information-là puis l'appliquer à la vraie vie. Ouais. Alors que c'est même si un groupe dans une étude scientifique a plus de résultats, c'est-tu vraiment à cause du protocole? C'est-tu parce que les personnes, par hasard, il y avait une meilleure nutrition, dormaient mieux? Mais ça, c'est souvent exclu. On en parle souvent, nous autres. Quand ils font des études, les sujets... C'est qui les sujets? C'est qui les sujets? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Savent-tu s'entraîner? Savent-tu faire telle affaire? C'est quoi leur santé, leurs aptitudes, ainsi de suite? Il n'y a rien de tout ça qui est pris en charge. Fait que c'est-tu vraiment véridique? Puis, anyway, toutes les recherches, il y en a toujours une pour démentir l'autre. Toujours. Mais tu sais, c'est un débutant. Puis pour moi, un débutant, on s'entend, c'est pas nécessairement quelqu'un il vient juste de commencer à s'entraîner. C'est quelqu'un qui n'a pas progressé assez pour que son corps montre un niveau d'adaptation. Un exemple, on voit dans les gyms commerciaux, là, on a tous vu le petit monsieur qui ça fait 10 ans qu'il est dans le gym, qui fait exactement le même programme avec les mêmes poids, puis il a changé zéro. Ouais. Ah oui. Moi, ce gars-là, c'est un débutant. Ouais. Parce qu'il s'est jamais entraîné assez fort pour forcer son corps à changer. Quelqu'un qui est intermédiaire ou avancé, c'est quelqu'un qui s'est entraîné à un niveau suffisant pour créer des adaptations. Ouais. Tant que tu n'as pas créé ça, ton corps est encore débutant à l'entraînement. C'est au point de départ. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, je te pose une question. Tu es un tripeux d'entraînement. JP est un tripeux d'entraînement. Je suis un tripeux d'entraînement. Mettons qu'il y a une équipe scientifique d'une université qui décide de faire une étude sur l'hypertrophie. Okay? Puis pour 12 semaines, il faut que tu suives le programme qu'eux autres ont écrit. Ouais. Tu vas-tu le faire, le programme? Ben non. Non. Tu sais, ça va être un programme extra de base, probablement fait par quelqu'un qui connaît pas nécessairement l'entraînement. Puis on est du monde qui aime ça expérimenter notre training. Ouais. T'sais, oublie ça. Fait que les seules personnes qui vont le faire, ça va être soit des vrais débutants ou du monde qui s'entraîne dans le gym, mais qui n'ont jamais atteint un niveau intermédiaire parce qu'ils n'ont pas progressé. Ouais. Ce monde-là vont progresser différemment à l'entraînement. Prends le volume. OK? La plupart des études scientifiques démontrent que plus de volume égale plus d'hypertrophie. La raison est que dans une série, okay, si tu fais une série d'entraînement, si tu vas à l'échec musculaire, les 5 dernières répétitions sont payantes. C'est quand ça commence à être fucking dur que ça compte. Que toutes les répétitions avant ça, c'est de la pré-fatigue pour te rendre des répétitions tough. C'est les répétitions tough qui stimulent l'hypertrophie. T'en as 5. Si tu vas à l'échec, t'en as 5, quel que soit le nombre de répétitions que tu fais. Que t'en fasses 6, que t'en fasses 30, si tu vas à l'échec, t'as 5 répétitions. Les 5 dernières reps font de l'hypertrophie. Si t'es un débutant,
T'as Tu es en train jamais de- été là. tu vas jamais à l'échec. Non. Puis même si tu vas à l'échec, c'est pas le vrai échec. C'est sûrement tout croche, je pense. C'est souvent un Ouais, échec tout technique, croche, c'est pas un échec ouais. musculaire, c'est un échec technique. ça. C'est genre. technique, ou encore juste mentalement, c'est que tu viens créer un blocage psychologique. Tu dis, là, j'arrête, puis tu le sais, c'est subconscient. Ouais. Fait que le débutant, lui, peut-être qu'il arrête 4 répétitions avant l'échec. Puis je suis généreux. Ouais. Mais si tu as 4 répétitions à l'échec, tu as combien de répétitions payantes à cette heure? T'en restes une. Ouais. Si tu vas à l'échec, tu en as 5. Si tu as 4 répétitions avant, tu en as une. T'es C'est jamais normal. dans la zone qui est efficace. Mais, tu sais, Never, mais never, lui, il a never. juste une répétition par série. Ouais. Fait que c'est sûr que lui, il a besoin de 5 fois plus de séries que moi. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, la stimulation n'est pas la même, ça y en prend plus de volume. Ben oui. Pour aller chercher ça. Mais Techniquement, ce qu'on disait nous autres souvent, c'est que plus tu t'entraînes, plus tu deviens meilleur, moins tu as besoin Exact, d'un gros exact. volume parce Ouais. que plus tu T'es deviens plus efficace efficace. sur C'est ça, chaque 100%. répétition, chaque série, t'es pile dedans. Mais c'est pour ça que tu dis que les débutants, puis moi j'utilise quand même ça dans ma périodisation aussi, je mets plus de volume en sachant qu'ils sont pas capables C'est ça. de se rendre jusque-là. C'est super important, ça. Puis je pense que ça l'amène justement aux absolus de monde qui ne maîtrise pas leur information. Exactement. Là, c'est la mode de ce temps-là de véhiculer que tu dois réduire ton volume. Puis, tu sais, comme fais juste une série effective, un back-off, puis tout. Puis c'est Ouais. comme, OK, mais tu sais, probablement que la personne qui écoute ça, qui est dans le niveau d'entraînement qu'on parle, qui ne rend jamais à l'échec, puis tout, lui, il fait ça. C'est sûr, Il est c'est de la fou- merde, il est là. fourré, C'est fuck là. all. Puis là, le monde dit, ouais, ça marche pas. Mais c'est Ouais. sûr que ça marche pas. Le premier, il y a 2 skills. Tu sais, on parle souvent des entraîneurs. Pour moi, il y a 2 choses. Il y a soit l'entraîneur ou il y a le programmeur. Le programmeur, il écrit des programmes. Ouais. L'entraîneur, c'est quelqu'un qui est dans le gym puis qui aide quelqu'un à avoir un entraînement payant, quel que soit le programme. OK? Puis il y a 2 skills que tu dois enseigner à ton client. Que s'il n'y a pas ça dans la vie, là, il n'y a aucun programme qui va marcher. Mais s'il y a ça, n'importe quel programme va marcher. Le premier, c'est être capable de bien cibler le muscle que tu veux travailler. Ouais. Avoir une bonne technique, savoir comment faire des micro-ajustements pour sentir le bon muscle travailler. OK? Et deuxièmement, être capable de t'entraîner fucking dur. Ouais. Je dis pas que tout le monde devrait s'entraîner à l'échec, mais au moins, il faut que tu saches comment y aller pour savoir ça file quoi aller à l'échec. Ouais. Tu sais, je regarde aujourd'hui, ce qui est bien moderne, là, c'est aussi de prescrire en mettant un RIR. Répétition in reserve. OK? Ouais. OK. Nous autres, on n'est pas payé pour évaluer, OK, il me reste 1 ou 2 reps. Ouais. Tu penses que ton débutant, là, il sait-tu la différence entre un 3, 4, 5, 2? Il y en a toujours des reps. Il y en a toujours des Ben reps. oui. en réserve. Mais tu sais, Ouais, lui, ce clairement. qu'il pense qu'il y a 2 répétitions en réserve, c'est 4 ou c'est 5. Ouais, Puis là, si tu tombes à 4-5, aussi bien de pas t'entraîner, ça fait rien. c'est vrai. Mais ça, c'est pertinent que tu soulèves ça. C'est un peu ce qu'on disait, la nouvelle génération de coach, c'est du online coaching. Fait qu'on a perdu vraiment littéralement tout ce qui est entraînement en salle, personal training, ainsi de suite. Ça, là, c'est ce que moi je déplore et que je vois souvent. Puis là-dedans, moi, je me suis lancé pour être capable d'enseigner aux gens à s'entraîner. Puis enseigner ces reps-là, c'est quoi un vrai Ferrer set? Puis c'est pas nécessairement à mettre plus lourd. Il y a du monde qui confondent. Mais être intense, c'est crisser de la charge, puis à plus d'en finir, puis faire un mouvement que t'as l'air d'un Sims en train de digner dans un coin. Ça, c'est pourri. Là. Faut que tu fasses faut que tu saches te rendre à l'échec en conservant tes Une bonne technique. une bonne technique, tes ponts d'actylmyosine connectés. Ça, c'est une autre chose. T'sais, on parle de progressive overload. Qui est le secret de l'entraînement, c'est pas compliqué. Faut que tu t'entraînes dur, faut que tu t'entraînes avec la bonne technique, puis faut que tu progresses. Ouais. Le monde parle de progressive overload. Tu vas ajouter de la charge, ajouter des répétitions. Oui. Mais si pour aller chercher plus de weight la semaine prochaine, tu changes ta technique. Tu changes ton mouvement un petit peu, tu fais l'excentrique plus rapide, Exact. tu triches un Ça petit se peu. mesure plus, C'est là. pas une progression. Non. T'sais, mais ça, le monde ne comprend pas ça. Ils disent progressive overload is king. Fait que tant que je mets plus de poids, ça marche. Ben non, ça marche pas. Si tu changes, on avait déjà discuté de ça, nous autres ensemble. Si tu changes, mettons, le tempo, tu as mettons, un 3-0-1, mais tu mets, pour faire progresser ton logbook, tu mets plus de charge. Mais finalement, que tu te ramasses à 1-0-1, tu respectes pas partout. Ben non, Est-ce que non. tu progresses? Non, tu progresses pas parce que tu respectes plus. Tu changes les conditions. Exact. Aussi, tu es obligé de prendre plus de repos. Là, on t'a demandé 1 minute 30 entre tes sets. Tu es rendu à 2 puis 3 minutes pour Non, conserver c'est pas la même charge. Puis pas tout le même programme. Non, la progression, c'est qu'il faut que les conditions d'exécution soient exactement les mêmes. Mais tu sais, tu parlais de, à cette heure, avec la grosse mode, c'est le coaching en ligne, puis je comprends. C'est majoritairement parce que le monde sont paresseux, ils veulent de l'argent sans travailler. Exactement. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que pour faire une bonne job en ligne, pour faire une vraie bonne job en ligne, c'est pas mal plus tough qu'une vraie bonne job sur le terrain. Puis quelqu'un, moi là, c'est mon opinion, là, si t'as pas fait au moins, je te dirais, une 50aine de clients réguliers sur le terrain dans ta carrière, t'as pas d'affaire à faire du online. Il n'y a personne qui a fait ça, quasiment. Ben non. Non. Mais tu sais, ça prend un 2-3 ans sur le terrain. Ouais. Parce que tu es capable de vraiment
cibler c'est quoi les problèmes, ces choses-là. En ligne, tu vois pas la personne. Ouais, mais j'analyse la vidéo de mon client. Fucking bullshit. Tu vas me dire que ton client t'envoie un texto avec une vidéo, puis tu prends le temps de le regarder puis l'analyser. Ben non. Tu dis d'envoyer une vidéo pour te donner bonne conscience puis avoir la professionnelle. Ouais, Le client te demande, puis si tu es correct, oui, c'est correct. C'est faire une bonne job en ligne est plus dur et demande plus de travail que faire une bonne job sur le terrain. Mais encore là, s'il n'a jamais coaché quelqu'un en vrai, impossible. Comment il peut savoir quel tips donner à tel type de personne? Genre, tu sais, autant quand tu as coaché une madame, un monsieur, un jeune, un sportif, un bodybuilder, c'est tous des tips différents, il faut que tu donnes. Fait que lui, même s'il y a une niche spécialisée de clients, puis qu'il n'a jamais coaché quelqu'un, il dit quoi pour faire comprendre? Tu sais, c'est que, tu sais, un exemple, mettons un lat pull down. C'est straight up. C'est un problème qu'on a tous les deux. On a un lat qu'on sent moins. Oui. Bon, OK, mais on est capable, avec le temps, de trouver un ajustement. OK, il faut que je sois là pour mieux le sentir, même si c'est pas la mécanique traditionnelle. Mais, tu sais, plus tu passes de temps dans le gym, plus tu as été devant ces situations-là, plus tu as appris des petits twists. Ouais. Fait que là, tu as un client en ligne qui dit « Oh, mais je sens pas ce moment-là dans mes lats. OK, essaye de faire ça. Ça marche pas. OK, essaye ça. » Mais tu sais, c'est que si tu n'as pas vu cette situation-là 10, 20, 30 fois, puis tu as trouvé plein de solutions, tu n'es pas prêt à l'adapter. Si t'es pas capable de l'expliquer à 20-30 fois à des différents clients, ils n'ont pas toute la même compréhension, ben, t'es pas capable de faire quand il dit qu'il comprend pas. Bon, mais là, tu l'expliques d'une façon, il comprend pas de l'autre façon, il faut que tu sois capable de l'expliquer pour qu'ils le comprennent. Ben, c'est ça, moi, je trouve que c'est comme la pédagogie d'être capable de transmettre une information à la personne qui est en face de toi. Des fois, tu vas utiliser des termes plus scientifiques. Des fois, tu vas aller avec des termes vraiment simples. Mais le but, au-delà de ça, c'est qu'ils comprennent comment faire le mouvement. Là. Ça, c'est un super bon point. Parce que moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a bien des coachs qui, quand ils donnent des conseils, quand ils enseignent, ils font ça pas pour aider le client, pour montrer à quel point ils connaissent ça. 100%. Tu sais, je vais te montrer comment que je suis compétent. OK? Ouais. Puis ça peut avoir une utilité dans le sens que ça peut donner confiance que le client a à toi. OK, je peux comprendre. Quoique moi, je peux faire l'argument que si tu fais sentir le client comme un épais, ben, il n'y a personne qui aime ça sentir que c'est pas mieux non plus, tu comprends? Tu sais, c'est important. Quand on a une discussion avec du monde dans le milieu qui sont avancés, c'est important de pouvoir expliquer peut-être le background scientifique, les bons termes, ces choses-là. Oui. Mais avec un client, moi, je peux te dire que ça ne fait pas le job. Ouais. Puis être capable, alors là, ton programmeur qui est juste en ligne, lui, ce qu'il fait, là, c'est qu'il lit des études, puis il fait juste du travail chez eux avec sa petite feuille de papier. Puis quand il explique quelque chose, c'est sûr que ça va toujours être le pendant scientifique. Parce qu'il n'a pas développé ses aptitudes de communicateur. Ouais. Puis ça, c'est la seule façon de faire ça, c'est de faire du terrain. C'est ça. C'est pour ça que je trouve que les coachs, ils essaient de tout être... Ils se disent spécialistes, mais il peut être un excellent programmeur, le gars. Là. Il peut faire des super bons programmes, tout ça, mais d'être capable de l'enseigner, ça, il sera pas capable. Fait que des fois, au lieu de se concentrer à vouloir être les meilleurs dans tout ou se trop proclamer des spécialistes dans tout, ben, il devrait peut-être prendre quelqu'un qui est bon pour montrer puis faire des collaborations. Là. On dirait que les gens ont peur d'envoyer « Hey, écoute, je vais te référer à un tel, il va te montrer ton programme. Ouais, écoute, moi, je suis moins fort dans Strange Coach pour tout ce qui est sportif. Je vais continuer à t'entraîner, mais on va faire ton programme par un gars qui est super fort en périodisation de ça. » Mais ça se voit pas, là. Impossible, là. C'est tout le temps, genre, il veut tout s'approprier à lui, et ainsi de suite. Mais il est peut-être pas bon dans toutes les sphères. En fait, quelqu'un qui dit qu'il est bon dans toutes les sphères, c'est run away as fast as you can. C'est quelqu'un qui dit que j'ai la réponse à tout, je connais tout. Et regarde, je vais faire un exemple. Je faisais un live l'autre fois, puis il y a un gars qui me pose une question, comment je fais pour guérir mon autisme? Dude, c'est parce que, regarde, je suis un personal trainer. OK? Tu veux améliorer ton bench, je peux t'aider. Là. Mais tu sais, regarde, il y a des centaines de milliers de médecins, de scientifiques, de psychiatres qui essaient de trouver la réponse à ça. Ouais. Puis moi, je suis un personal trainer. Premièrement, je serais multimilliardaire si j'avais la solution. Mais tu sais, je donne cette image-là, c'est un extrême. Mais tu sais, moi, je connais des coachs qui admettront jamais qu'ils connaissent pas quelque chose. Tu sais, ils se font poser une question, disons, sur une blessure. Okay? J'ai telle blessure, qu'est-ce que je peux faire? Là, dans leur tête, ils savent bien qu'ils savent pas la réponse. Sauf qu'ils ont tellement une grande gueule qu'ils sont capables d'articuler quelque chose qui fait semi du sens en mettant des gros mots complexes, ces choses-là. Puis en réalité, il peut rendre la situation pire. Moi, je réponds jamais à des questions de blessure. Je le dis. Je réponds jamais à des questions de blessure, c'est pas ma spécialité. Ouais. Je répondrai pas à des questions sur l'entraînement cardio, c'est pas ma spécialité. Je vais te dire qui aller voir. Mais il faut que tu ailles être assez humble pour référer. Ici, on a tellement peur de passer pour quelqu'un qui ne connaît pas ça. Mais tu sais, qu'est-ce qui est pire? Okay? Donner un conseil qui rend les choses pires parce que tu ne connais pas ton affaire, ou pas donner de conseil, mais donner une référence. Je peux te garantir, ça te donne du respect. Pas mal plus que l'autre.
C'est 100%, rare mais qu'on voit ça. Là. En posing, moi, je le fais tout le temps. Là. Ah oui. Je veux dire, je pourrais compter sur mes mains, mettons, en men's physique, les gars que j'ai aidés, parce que c'est pas ma spécialité. Celui-là, avec les maillots longs, là, je suis comme... Je l'ai jamais fait. Ouais. Ça m'intéresse pas tant que ça. Ouais. Je peux te montrer une certaine base, mais après ça, va voir lui. Ouais, il y en a qui sont vraiment bons C'est- là-dedans. Même principe qu'on fait ensemble. Moi, le posing, j'ai jamais posé dans ma vie. En là. physique, je pense que la spécialité, c'est d'apprendre quelqu'un à sourire comme il faut, puis avoir une belle coupe de cheveux. Fait que, moi, c'est quelque chose qui me complètement, ça me disqualifie en partant. Sourire, coupe de cheveux. On rit, mais c'est tellement vrai que j'ai Ah oui. l'impression que ça prend des cheveux, à part, mettons, pour les gars blacks, ça sort bien. Ouais, exact. Mais pense à un blanc chauve en men's physique. J'ai jamais. Non. J'arrive pas à en visualiser. Hey, j'en ai même pas un dans ma tête. Non. C'est pas la catégorie que je connais le plus, mais quand même, j'en ai même pas un. Il faut que tu aies l'air douchebag. C'est plate à dire, mais c'est ça. T'sais. Ben, c'est comme le total package. Là, un Ouais. petit peu, C'est tout, le sourire avec les beach body. chiclettes blancs, le six-pack commenté, genre. Mais- Il y a un de mes chums qui appelle ça le male bikini. Ouais, men's bikini. C'est chiant. C'est Mais, chiant, pas. mais les gars maintenant sont énormes, Oh, ils sont sincèrement. énormes. là, Ouais, comme, vraiment. Il y a de la masse. il n'y a rien à dire. Souvent, il y a sur un ça. upper body qui est plus gros que le classique parce que pour faire leur poids, ben, ils ont beaucoup moins de masse au niveau Ben, des ils n'ont jambes. même pas de poids à faire. OK, je pensais C'est- qu'il y avait un- C'est nouveau. là. Amateur, mais ils vont l'instaurer, mais amateur, c'est juste ta grandeur. OK. Fait que tu es comparé aux gens comprends. qui sont la même grandeur que toi. Pro, il n'y a rien. Fait que c'est pour ça que les gars pros sont gigantesques. Mais c'est pour ça qu'ils veulent l'instaurer, je pense. Oui, aussi. parce que là, c'est rendu, ça n'a plus de sens. Là. Oui, C'est Jeremy Bouanda qui fait ça? Buendia, fait ça? Buendia, il gagnait dans le temps, là c'est Aaron Bank. Là, Ouais. Mais lui, mais bien, comment tu dis, Bouanda? Buendia. Bouanda, il y Buendia, avait ouais. encore. Et il Non. revient, là. Ouais, j'ai vu, il a l'air d'un gars d'open quasiment présentement. Il est énorme, là. Ouais. Mais tu sais, non. lui, c'est spécialiste de ça. Je pense qu'il avait arrêté un moment donné après une blessure, il était revenu. tu sais, Ouais, ben, il y a eu des problèmes juridiques puis tout aussi. Là. Mais il a l'air de rien, mais quand il se met à s'entraîner, il explose. J'ai été un peu déçu, par contre, parce que dans l'article où il y avait la photo, il disait que part of this, une partie de son bulking diet, c'est son cheat meal de 14 hamburgers. Je dis, fucking amateur, man. J'ai déjà mangé 24. non, mais c'est sûr qu'il fait pas ça. Ah oui, mais ça. Ça ouais? fait son cheat. J'ai pris 24, moi. Ouais, c'est un bon master. Dans les cheats, souvent, on se fait des concours Vous qui êtes bon, mangent hein, le moi, je plus. suis pourri pour ça. Ouais. Mais c'est ça. honnêtement, je suis plus ce que j'étais. Tu sais, c'est vraiment, avec l'âge, je peux en prendre juste peut-être 12 présentement. là. Mais dans le temps, 24. Mon record, c'est 26 livres en 6 heures. J'étais tout content d'y avoir dit. Attends un peu, d'avoir gagné 26 livres en 6 heures. Ah, mon Dieu, Je me suis tu dois te pesé sentir avant et terrible. après parce que je savais que ça serait un épique. Mais mettons, là, tu gagnes 26 livres en 6 heures. Tu sais, Ben, premièrement, t'apprends c'est quoi un accouchement le lendemain, premièrement. c'est sûr. Mais tu sais, tu fais un cheat meal, puis tu te sens, mettons, plein pompé. Tu sais. Mais là, on parle de 26 livres, tu te sens comment, tu sais? À l'article de la mort, je te dirais, pour vrai. C'est là. sûr. Tu sais, je me rappelle dans le temps, quand il y a eu, je me rappelle pas si j'étais pas là, mais j'ai lu ça, après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont libéré les prisonniers des camps de concentration, qui étaient évidemment rendus squelettiques puis qui mangeaient jamais, hein. Puis au début, il fallait qu'ils les contrôlent au point de vue alimentation. Parce qu'à cause d'un phénomène qui s'appelle le refeeding syndrome, quand ils commençaient à manger, ils n'étaient pas capables d'arrêter. Puis il y en a plusieurs qui sont éclatés l'estomac, puis qui sont morts. Comme littéralement, là. Littéralement ça éclatés. existe, Oui, ça oui. existe, c'est clair. Mais c'est parce que c'est quand tu été privé depuis tellement longtemps, c'est comme tous tes mécanismes de satiété n'existent plus, puis tu es juste plus qu'à d'arrêter. Fait que là, pour vrai, je t'explique ce qui s'est passé. Là. J'avais une table comme ici, là, pleine de bouffe. OK? Puis la chose la moins santé, c'était la laitue de mon burger. Là. C'est la plus santé. Mais j'avais des bangs, j'avais tout ce que tu peux imaginer, des gâteaux. Tu sais, j'étais très sucré dans le temps. Puis de la liqueur. Beaucoup de liqueur. Il y avait genre 3-2 litres de liqueur en partant. Là. Mais tu sais, je te dirais, après le premier 15 minutes, OK, je suis plein. T'sais, honnêtement, là, je commence à avoir mal au ventre. Puis j'ai comme une semi-nausée. Mais je suis pas capable d'arrêter. Je suis pas capable d'arrêter. Je continue à manger. Puis tu sais, je braille quasiment tellement ça fait mal. Tu sais, tu te sens fuck. Le ventre, là, t'as l'impression que ça va exploser. Mais je suis pas capable d'arrêter. C'est ce qui est arrivé, dans le fond, c'est que c'était même pas une pause competition. C'était genre 1 mois avant le provincial. Ce qui était arrivé, c'est que j'avais commencé ma diète ben trop tôt. On était, genre, littéralement 7 mois avant la compétition. Je m'en vais m'entraîner avec mon training partner qui est aussi compétitionné, Sébastien Cossette, je sais pas si tu connais. Ben oui. Ouais. Je m'entraîne avec Sébastien Cossette. On s'en va au Nitro Gym à Granby, lui qui est rendu un autre nom, là. C'est Jim 500, c'est Ouais, Jim 500, exact. Ouais. Avec Antoine, puis bon. Fait que là, je m'en vais là. Puis à la fin, je me sentais, j'étais au sommet de mon bulk, je me sentais en forme, je me disais, tabarnak, je vais tout casser. Puis à la fin, on fait des pauses, on se prend en photo. Ouais. Là, on s'en va au ex-ski manger après ça. Là, on commence à regarder les photos.
Je regarde ça, man, j'ai failli brailler. Tu sais, pas une ligne nulle part, là. Tu sais, genre juste une grosse masse abstraite. Là, je dis, OK, je commence ma diète là. Fait que j'ai commencé ma diète 7 mois avant la compétition, low carbs à côté d'habitude en partant, avec 2 heures de cardio. J'ai fait ça pendant 6 mois. Après le 6e, j'étais rendu, je vais manger près de 1200 calories. Ah non, c'était complètement stupide. Complètement stupide. Mais je pense qu'en ayant fait ces extrêmes-là, parce que, tu sais, cette histoire-là, c'est que moi, je l'avais appelé pour dire « Hey, j'ai réussi à prendre en 72 heures 25 livres. » Bro, j'ai réussi en 6 heures. un jour en 6 heures à prendre 26 livres. T'es encore... Ah, man, mais ça, c'est une autre chose. Pourquoi il ne faut pas se coacher tout seul en préparation? Parce que, tu sais, tu perds ton objectivité à un moment donné. T'es trop émotionnel. Fait qu'au point de vue, tu sais, moi, je diétais bien trop sévère parce que je passe les cotes. Puis ça amène des cristalles de rebound de fou. Ouais, tu sais, je me rappelle à un moment donné, c'est rendu qu'il fallait que j'aille à l'épicerie 3 fois par jour. Parce que j'achetais juste le prochain repas. Sinon, je mangeais tout puis je mangeais trop dans ma journée. J'avais rien dans la maison. À un moment donné, je me lève pendant la nuit, genre à 2 heures du matin, puis j'ai fucking faim, man. Et j'ai cherché en dessous du divan, y-tu quelque chose que je peux manger quelque part? J'ai rien trouvé. Je prends mon char. Là, je dis, on va aller trouver un dépanneur ouvert 24 heures sur 24. J'en trouve un. J'achète pour 70$ de cochonnerie. Là, on s'entend, c'est il y a 20 ans. 70$ de cochonnerie, pour prendre l'expression de Mousse Dupont, c'est des cochonneries en tabarnak. Ouais. Puis là, je suis couché dans mon lit, là, puis littéralement, toute la bouffe est autour de moi. Tu sais, puis là, je prends à gauche, je prends à droite, puis je suis en train de brailler, je suis en train de scraper ma shape, Puis là, après 10 minutes de ça, je dis non, c'est fini. Je pogne ça dans un sac, je sors dehors, je casse ça dans la poubelle. Ben, 10 minutes plus tard, j'étais dehors, j'ouvrais la poubelle. Mais tu sais, parce que, tu sais, t'es pas supposé te rendre là. Non. C'était même pas parce que j'étais en super condition, c'est que j'avais coupé bien trop de suite en partant. Je faisais l'approche que tous les coachs du Québec donnent. C'est quoi l'approche typique du Québec? C'est pas de carbs, pas de protéines. Pas de carbs, pas de fat. Ouais. T'as juste des protéines, t'as du cardio à côté, t'as de la T3 à côté, t'as du clenbuterol pour survivre. Ouais. Exact. C'est vraiment ça. Ouais, oui. Tu doses à côté là, juste pour pas perdre ta masse musculaire. Ouais. Tu manges rien, tu fais du cardio à côté, t'es un zombie, t'es non fonctionnel. Ah, mais je suis cote. Ouais, c'est ça que je parlais hier. Là, ah, exactement. Ouais. Mais ça, c'est une affaire que je vois aussi, genre, quand on dit des affaires que des fois qui nous énervent, que je vois. Quand je vois des gars qui, exemple, ils ont un cap web d'affaires en classique, puis que off-season, leur objectif est seulement de monter le plus haut possible sur la balance, OK? Un 260 livres. Si ton cap web, c'est 205 livres, à quoi ça sert? Dis-moi si tu as déjà vu de quoi de pertinent à monter à 260 livres. Ben, tu sais, premièrement, là, OK? T'as un cap weight à faire. Donc, on s'entend que tu as une limite de masse musculaire que tu peux ajouter à ton frame. Ouais. Mettons que c'est 10 livres. Mettons que dans ton année, là, tu peux prendre 10 livres pour être capable de rentrer dans ta classe. OK? Ouais. 10 livres en un an, c'est quoi? C'est même pas 1 livre par mois. Pour bâtir une livre de muscle, t'as pas besoin de 7000 calories. Tu comprends ce que je veux dire? Non. Fait que t'es pas besoin d'avoir manger un 5-6 000 calories par jour. Tu bâtiras pas plus de masse musculaire. Et oui, tu peux pas en prendre plus que ça. Tu vas juste engraisser. Puis là, premièrement, allô la santé, je veux dire, je comprends. Ouais. Juste qu'on se parlait, combien de personnes qu'on voit qui font une compétition, ils arrivent top shape, ils sont corrects, puis ils ne les revoient plus jamais. Non. C'est parce qu'ils ont été tellement excessifs dans leur préparation, ils ont tellement monté pesant, ils ont tellement abusé ces produits, puis pour coter après ça, il faut tellement qu'ils soient excessifs dans la réduction calorique, dans tous les fat burners qui existent dans la vie, que, dude, je suis juste plus capable de faire ça. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je trouve que c'est un bon indice que si le gars fait une compétition one and done, ben, c'est soit qu'il n'était pas fait pour ça, mais souvent, c'est parce que tu étais tellement excessif que tu ne veux plus jamais revivre ça. Ouais. Si tu montes à 40, 50, 60 livres à perdre, puis tu as 12 semaines pour le perdre. Dude, c'est 5 livres par semaine. Peux-tu imaginer les excès qu'il faut que tu fasses ça? Là, tu fais pas ton poids, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me loader en diurétique à côté, je vais prendre des laxatifs pour faire mon poids. Il n'y a aucune chance que tu pars en top shape. Non. Mais on voit ça vraiment, là, ces temps-ci. C'est quelque chose que je vois, là. Vraiment, les gars travaillent vraiment. Parce que le monde pense. Puis ils compensent énormément avec les produits, je trouve. Ben oui. Ça, là, tu vois des shapes qui ont été bâtis, genre, avec des produits comme gérés convenablement. Ouais. Puis des shapes qui ont été bâtis, genre, juste sur des produits. Quand tu vois la qualité du la séparation. Exactement. Tu sais, juste une grosse boule de muscle, tu sais que c'est bâti majoritairement ces produits. Tu sais, un muscle qui est dense, qui est fibreux. La densité musculaire. Tu vois que là, c'est du travail fort qui a bâti ça. Sur le long terme. Sur le long terme, absolument. Ben oui, la maturité musculaire, ces choses-là. Puis, justement, le monde focus tellement sur le poids, puis moi, ça le ramène un petit peu aux réseaux sociaux parce que, exemple, les vedettes disent « Ah, ça, c'est mon look à tel poids. » Fait que là, ces gens-là se disent « Pour avoir l'air de ça, je dois peser ça. » Mais ça veut vraiment pas dire ça.
honnêtement, tu sais, tu dis, si Bum, off-season, OK, il est 2,40. Moi aussi, je suis 2,40. Je suis comme, chum, t'as pas l'air du tout de ça. Là. Ouais, Exactement. 2,40 pour compétir à 2,25. Ouais. Ouais. Oui, mais c'est ça. C'est 15 livres, c'est correct, ça. Là. C'est correct. Ouais, exact. Toi, tu en as 60 à perdre à ce poids-là. Là. C'est pas le même game. Là. Ouais. Tu sais, le parallèle que je peux faire, c'est quand j'étais jeune, je jouais au football. Puis, je pense que le hockey, c'est un peu ma affaire. Puis je me rappelle, j'étais au secondaire. Puis je regardais les alignements, les rosters des joueurs universitaires. Ouais. OK, linebacker, ben, le gars, ma grandeur, mettons 5 et 9, il pesait 2,25, 2,30. OK, faut que je pèse 2,25, 2,30. Fait que moi, je dis, Rad, ma première année collégiale, il faut que je sois 2,25, 2,30. Mais ce que personne, c'est que le gars de 2,25, 2,30, il a bâti son physique. Ouais. En 4 ans de plus que moi, ou 5 ans plus que moi. Il s'est donné le temps dans ton C'est ça. Fait que moi, c'est sûr que pour monter à 2,25, je me rappelle, je me faisais un Get Big Drink où j'avais, genre, littéralement 3600 calories de weight gainer à laquelle j'ajoutais de la crème glacée. Tu sais, j'avais mon shake devait avoir près 5000 calories. Puis je prenais ça, d'abord j'avais une grosse bouteille, puis je prenais ça en mi-repas. Tu prenais le but, c'est que la bouteille soit finie à la fin de la journée. Alors, je suis passé de 179 à 225. Puis hey, je suis pas plus gras parce que mes culottes fit encore. Ce qu'il y avait, c'est que ma mère agrandissait mes pantalons sans me le dire. Puis après ça, il a fallu que je perde ce poids-là parce que j'ai raison. J'ai travaillé chez Rona, je loadais du ciment la journée longue, puis j'ai fini l'été à 179. C'est le même crise de poids. C'est ça. Mais c'est l'effet sur ta santé aussi d'avoir ce poids-là, maintenir ce poids-là durant une longue période. C'est un effet sur ta santé aussi. Ouais. Puis on parle aussi des produits, l'utilisation de pallier le fait que tu ne te donnes pas assez de temps pour gagner cette masse musculaire-là, tu t'en vas surconsommer des produits. Ben, c'est sûr que les effets, on a déjà dit ça, tu les vois pas nécessairement là, mais à long terme, tu vas les voir. Les pires effets secondaires des produits anabolisants et autres produits utilisés en bodybuilding sont des effets secondaires que tu ne vois pas. L'élévation de la pression sanguine, la plaque au niveau des artères, l'athérosclérose, le dommage au niveau des reins, ces choses-là. Tu t'en rends pas compte tant que c'est pas trop tard. Ouais. C'est pas comme chose que tu vois tout de suite. Fait que bien du monde, mais ça, c'est d'autres choses aussi. Ça, c'est pas ce sujet-là, mais on en a parlé tantôt avec JP, on s'en venait. Je pense qu'une chose que le monde ne comprenne pas, c'est que la grosse différence entre un pro puis quelqu'un qui n'est pas un pro, OK? Beaucoup, c'est la tolérance aux effets secondaires. Vraiment. Ouais. J'ai vu un bodybuilder, il rendu à quoi, 270, 280. Il prend littéralement genre 3 à 5 grammes de test par semaine, puis la même quantité d'un autre anabolisant. Donc au moins un 6 à 7 grammes par semaine, 18 unités d'hormones de croissance par jour. Puis son blood work, top shape. Ah ouais. Ben, tu sais, c'est ces gars-là qui sont capables de faire un Nick Walker qui prend une masse musculaire incroyable. On s'entend qu'il ne prend pas 250 mg de test par semaine. Bon. Mais c'est que c'est quelqu'un qui a la génétique pour tolérer ça. Il y a du monde qui sont faits comme ça. On parlait de notre chum Max Duchemin, paix son âme. Mais tu sais, j'ai jamais vu un gars qui tolérait mieux les effets secondaires de toute drogue comprise. C'est un gars qui a déjà pris dans les 8 grammes, plus des speeds, plus de la coke, plus. Puis le gars, il n'y avait jamais de problème. Il fait super bien, là, genre top shape. Là. Puis t'en as d'autres qui vont prendre un 400 mg d'équipoise, puis ils vont péter une crise cardiaque. Pression, dépression, anxiété. Ouais. Ce que je trouve plate avec les réseaux, c'est que ton jeune, regarde ce que le pro fait. Exactement. Faut que je prenne ça moi aussi. Je vais prendre ça moi aussi, je vais être comme lui. Non. T'as pas sa réponse, t'as pas sa tolérance. Puis t'as pas son hygiène de vie aussi. Là. Le gars, il a juste à faire ça. Il a accès aussi à, premièrement, des bons produits. Premièrement, quelqu'un qui va l'aider là-dedans aussi. Les jeunes, ils suivent des sensations sur les réseaux sociaux. Ils vont le voir le docteur aussi. Flex Lewis, à chaque 3 mois, il allait faire du blood work. C'est ça, ils sont conscients. Là, ils sont professionnels. Le mot pro, là, c'est être professionnel, c'est comme dans tout aspect. Tous les sphères. Là. Dans toutes les sphères. Mais il y a des gens qui voient encore la carte pro comme étant hey, rendu là, je vais être vu comme ça. Non, tu ne seras pas vu comme ça si tu ne fais pas ce qu'il faut. Non. Puis on parlait genre de Milos, genre, puis ses techniques là, en s'en venant. C'est quelque chose que. Lui, il adapte ses techniques d'entraînement à certains produits qu'il fait consommer à ses athlètes. Fait que quand tu essaies de dire hey, je vais faire le même training que Milos, peut-être pas. Il n'y a pas l'environnement qui crée pour faire exact. Je vais prendre le même nombre de carbs pré-entraînement que lui prend. Avec 20 unités d'insuline avant. C'est ça. C'est la partie qui manque à l'équation. Là. Mais le monde essaie de recopier ces choses-là, mais ils ne comprennent pas le pourquoi du comment. Aussi, ils ne comprennent pas qu'il y a une évolution là-dedans. Le pro qui prend peut-être un 5 grammes, que je trouve excessif, mais il y en a qui prennent ça, ben il a monté ça au courant des années. Il n'a pas commencé à ça. Là. Non. Il monte quand un dosage plus faible ne fonctionne plus. Ouais. Puis je ne sais pas à quel point ça, tu me diras ce que tu en penses, mais que par rapport à ta masse musculaire aussi, l'utilisation de... En partant, si tu as plus de masse musculaire,
tu as plus de récepteurs androgéniques. C'est ça. Ouais. Fait que tu peux utiliser, entre guillemets, plus de produits. Ouais, parce que le jeune, tu sais, qui paye 160 livres, qui se shoot 2 grammes de test, ça sert à rien. Ça n'a absolument rien. Non. Zéro. Fait que ça. Mais ça, on le voit. Ouais, Puis c'est vrai. Puis je trouve que c'est encore là le problème, c'est l'accès à l'information rapide. Ouais. Qu'on disait tantôt, les vidéos sont courtes. Fait que, tu sais, T'as pas de contexte. t'as pas de contexte, puis t'as pas de le. Ouais, ça dépend, genre. Fait que là, t'essaies de mettre le maximum d'informations dans un plus petit laps de temps. Puis là, tu donnes ça aux gens. Puis là, t'as pas aussi le champion de mots croisés. Là. Il va prendre ça comme du cash, puis il va se mettre à faire ça. Tu sais, t'en as fait l'expérience. Tu sais, je veux dire, monter à 225 dans l'extant avec ton super shake. Get big drink. Aujourd'hui, c'est ça qu'on disait tantôt aussi, Tu mettais l'expérience. des œufs crus dedans aussi, c'est vrai. C'est sûr, ça, c'était C'est en sûr, mode. c'est sûr T'avais que vu tu ça faisais dans ça. Rocky, Dans probablement. Rocky. Ouais. Bon, tu vois, fait que c'est aujourd'hui, on voit plus ça. Mais moi, ce que je vois, puis qui me fâche chez Rezio tout le temps, c'est tout le temps les gens qui distribuent de l'information, mais qui la comprennent pas et qui n'ont pas l'expérience derrière ça. Ça me met en tabarnak. Ouais. Fait que ça, c'est frustrant. Puis c'est que des gens... Puis tu sais, moi, je vais parler un peu de mon parcours. Puis quand moi, j'ai commencé à coacher ou à apprendre, c'était des sommités qui donnaient l'information. Ouais. Fait que l'accès à l'information, c'était par des gens que, premièrement, on évaluait tout leur parcours, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Ils entraînaient des joueurs de NFL, des joueurs de NHL, justement des top bodybuilders ou des choses comme ça. Fait que quand on avait accès à cette information-là, ben, il y avait comme tout le pedigree du coach. Fait que c'était crédible, tu voyais ce qui a été fait. Aujourd'hui, C'est le nombre de followers. exact, c'est le nombre de followers, mais c'est pas les connaissances. Ah non. Puis j'ai tout le temps dit, la personne qui passe plus de temps sur les réseaux sociaux que dans l'entraînement, à son gym ou dans sa job, pose-toi des questions mauvais sur son signe. expérience, c'est crissement mauvais signe. Ouais. Puis comme tu dis, il va diluer son travail parce qu'il va prendre un programme souvent déjà fait, puis il va te le renvoyer, ainsi de suite. Mais tu sais, ça peut être correct de prendre un programme qui a été fait pour un autre, mais ça va être vraiment diluer son travail. Moi, je trouve ça personnellement. Ouais, 100%. Mais tu sais, mettons pour revenir à tantôt, là, quand on parlait des entraîneurs dans le gym, comment que c'est rare, Ouais. c'est fou, mais tu sais, quand tu y penses, il y a tellement maintenant de disponibilité de formation, peu importe, pour devenir entraîneur en ligne. Puis il brand comme ça. Ouais, hein. il brand tout Deviens comme ça. entraîneur en ligne. Tu sais, c'est vraiment pour aller chercher ça. Mais qui va montrer comment vraiment bien enseigner des mouvements? Tu sais, fait que venir faire un atelier, mettons, sur comment faire les mouvements de pec. Tu sais, toute la journée faire ça, c'est Puis très l'adapter au physique de la personne, Oui. là, tu sais, à ce Oui. qu'il ressent, ainsi de suite. Ça, c'est une chose importante. Parce que je me rappelle, tu sais, une des grosses modes, c'est les mouvements biomécaniquement optimaux. Tu sais, Ouais, le exact. Mais tu sais, c'est que si toi, c'est pas tout le monde qui a la même biomécanique. Un exemple, le joint, le socket de l'articulation de l'épaule, c'est pas la même personne qui a la même forme. Au niveau de l'âge, il y en a qui est plus profond, plus tourné vers l'intérieur, ces choses-là. Donc, automatiquement, on n'a pas toute la même biomécanique. Puis, tu sais, il y a aussi ce qu'on appelle le biais musculaire. Le système nerveux est plus important que le système osseux. Les os puis les muscles qui tirent dessus. Parce que le système nerveux, c'est lui qui détermine quel muscle travaille. Ouais. Si toi, je vais donner un exemple, c'est Matt Bergeron, qu'on connaît tous les deux. Ouais. Matt Bergeron a des excellents biceps, des excellents bras, mais il y en a un qui est à peu près un pouce plus gros que l'autre. À un moment donné, on essaie de comprendre pourquoi, tu sais, parce que là, il fait majoritairement du dumbbell. Puis ce qui arrive, c'est que depuis qu'il était kid, puis il a toujours trippé musculation, à chaque fois qu'il passait devant le miroir, il flexait son biceps droit. Fait qu'il a développé... Il a développé une Un meilleur connexion mind-muscle musculaire. connection, meilleure capacité de contacter ce muscle-là. Ouais, exact. Ouais. Fait que quand il s'entraîne, ce muscle-là répond plus. Tu sais, du monde qui vont travailler, mettons, sur une ferme, trapèze, dos, bras, ça se développe à rien parce qu'ils ont une bonne connexion. Les joueurs de hockey, quand ils commencent à entraîner les jambes, ça répond super bien parce que tout le patinage qu'ils ont fait, le muscle est efficace. Ouais. Tu sais, fait que ça donne un biais neuromusculaire qui fait que certains muscles, même si ton mouvement c'est supposé être majoritairement latte, ben ça se peut que toi, tu utilises plus trapèze, tu utilises plus rhomboïde, tu utilises plus deltoïde postérieur, parce que ces muscles ont plus de facilitation. Fait que si tu te fais à la biomécanique appliquée scientifique, ben, ils vont te dire fais tel mouvement ou tel mouvement, mais toi, à chaque fois que tu vas faire ce mouvement-là, tu vas faire une compensation. Fait que tu vas juste accentuer cette compensation-là au lieu d'aller travailler le muscle que tu veux cibler. Là. Fait que ça, on le voit. Puis même si la tout le technique temps. a l'air correcte à l'extérieur, Ouais. ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, c'est le bon muscle qui fait la job. Non, c'est ça. De là, l'importance de, tu sais, le monde dit, c'est pas grave si tu sens pas ton muscle. Je Non, c'est m'excuse. grave. Je m'excuse. C'est très grave. Regarde, en plus, la même personne qui dit que le feeling musculaire n'est pas important va dire que le ressenti musculaire n'est pas important, va dire que la clé
pour bâtir l'hypertrophie, c'est la tension mécanique. Ce qui est vrai. Ouais. Mais la tension mécanique, c'est quoi tu penses? T'sais, flex ton biceps. Là. Je crée de la tension au niveau du biceps. Je le sens, mon biceps. Ouais. Ah oui. T'sais, si ton muscle... Les powerlifters, c'est un meilleur exemple. Ouais. Ils font aucun mouvement, genre de partie étirée, partie contractée. Qu'est-ce qu'ils font, mettons, ceux qui font du deadlift? Tu sais, j'ai vu un gars qui deadlift au-dessus de 800 livres qui n'a pas un dos thick, épais, large. J'ai jamais vu ça, moi. Ben, des fois, ceux qui font des bons leviers naturels. Là. Oui, mais tu sais, techniquement, mettons, on va dire un strongman. Ouais. Ah, mais c'est qu'ils font d'autres choses aussi. Exact, mais tu sais, ils travaillent pas avec un mouvement Non. aligné selon les fibres, l'axe, Non, c'est de ça. Genre, puis pourtant, ils développent. Pourquoi? Parce C'est qu'il y a quand une même tension drôle musculaire pareille. C'est drôle que tous les bodybuilders, de 1950 jusqu'à 2021, n'avaient jamais entendu parler des mouvements biomécaniquement efficaces. C'est quand même bizarre qu'ils aient réussi à bâtir du muscle. Ouais. Mais ils comprenaient que le ressenti, ça donne un indice. Est-ce que je travaille le muscle comme du monde? Puis, tu sais, est-ce que tu ressens une pompe dans le muscle quand tu es entraîné? Je dis pas que la pompe, ça a un impact sur l'hypertrophie. Il y en a qui disent que ça en a. Mais au moins, ça va bien te dire c'est quel muscle a travaillé. 100%. Parce que tu as utilisé la ressource énergétique, le glycogène, dans ce muscle-là. Ouais. OK? Fait que tu sais, c'est pas... Tu sais, si t'as pas au moins une petite pompe dans ton muscle ou t'as pas un ressenti pendant que tu le fais, dude, change un peu ta mécanique ou change de mouvement. Ouais. Si t'es pas capable de t'arranger avec des petites modifications pour sentir ce mouvement-là, fais un autre mouvement. Parce que ça fera pas le job. Puis ça ne s'apprend pas avec du coaching online, ça s'apprend sur le terrain. C'est ça. Mais mettons que je vois ton parcours à toi. Quand tu as commencé à coacher, c'était à Saint-Louis. Là, j'ai commencé avant ça. Oui, mais quand tu as commencé comme plus ta carrière. Là, Non. À Saint-Louis, c'était la fin de ma carrière de strength coach. bon. Mais tu étais. Avant ça, j'ai fait du strength coaching pendant 10 ans avant ça. Puis après ça, à Saint-Louis, où on était le centre officiel des Blues, c'était la dernière année que j'ai fait majoritairement de l'athlète. Après ça, ce qui est arrivé, c'est que j'avais rencontré ma blonde avant de déménager là-bas. On se voyait in and out. Puis à un moment donné, je l'ai demandé en mariage, puis je déménageais au Québec. Puis je déménageais à Lévis. Ouais. Puis à Lévis, à ce moment-là, on peut pas dire que c'est la capitale mondiale de l'athlète. Là. Fait que pour gagner ma vie, je suis devenu plus personal trainer dans un gym. C'est là que j'ai plus orienté ma carrière, plus bodybuilding. Puis, Mais tu as quand même, durant tout le début de ta carrière, là, même avant ça, tu entraînais des gens en vrai, là, en présentiel. Là. J'ai fait du 60-70 heures par semaine. Puis ça a pris combien de temps avant que tu te dises que tu vas faire des programmations online, ainsi de suite? Combien d'années d'expérience que tu as eu avant de dire, OK, là, je serais capable de suivre quelqu'un à l'extérieur, mettons, on va dire, en Australie, je suis capable de te suivre. 22 ans. Fait que 22 Parce que, ans. je me rappelle très bien. Là, je me rappelle parce que je venais de déménager au Québec. Donc, ça faisait à ce moment-là 15 ans que je coachais. Je me rappelle que j'avais eu un email du monde qui suivait mes articles sur T-Nation. Il me dit, peux-tu me faire des programmes en ligne? Puis j'ai dit, non, c'est pas mon skill set. J'ai dit, le résultat ne sera pas à la hauteur de mes propres attentes. Ouais. Je ferai pas une job que moi, je serais fier de faire, fait que je peux pas le faire. Puis ça a été 4 ou 5 ans après ça que je me dis, OK, là, je peux le faire. Fait que ça a pris 22 ans de terrain avant que tu dises que moi, je me considère comme un bon coach Exact. online avant de le faire. Que je Fait n'ai qu'on plus s'entend- assez pour une bonne job. on s'entend qu'en une fin de semaine, tu as un diplôme de coach online à cette heure-là. Ouais. Puis, fait que moi, c'est vraiment, les gens vont faire confiance à quelqu'un comme ça. Ça n'a pas de sens, là. Non. Ça n'a pas de sens. Puis si la personne, ça fait 2 ans qu'il vient d'ouvrir ses disponibilités pour être coach, je dis pas qu'ils sont pas complètement attardés, là, qu'ils sont complètement... Non. Mais, crime, on voit l'expérience de Chris là-dedans, ça donne quand même il y a un mi-chemin à faire au moins, là, tu sais, de dire que... Mais tu penses que la façon que les clients, les gens, peu importe, devraient voir ça, c'est que si un expert, entre guillemets, pas vraiment fait de plancher comme trainer, ben il manque des outils dans son coffre. Clairement. C'est sûr. Fait que là, tu te dis, est-ce que moi, je veux payer cette personne-là qui n'a pas tous les outils pour faire ma maison? Ton choix. Tu sais, honnêtement, je pense que c'est ça. Ouais. Ça dépend toujours de tes besoins aussi. Tu sais, je pense que rendu à un certain niveau, si tu maîtrises ton entraînement comme il faut, puis tu as juste besoin de quelqu'un qui te fait une planification, comme on a dit, ça coche, fine. Ou de l'alimentation, exemple. Tu sais, Ouais. ça, je pense tu peux le faire On online, s'entend là. que la majorité sont quand même débutants, fait que tu sais, il Exact. manque probablement un petit quelque chose, tu sais. Puis comme je sais que toi, tu marches de même, moi, je marche comme ça aussi. À cette heure, quelqu'un, il veut un suivi avec nous, je suis comme, ben, au minimum, je te vois une fois par mois dans le gym. Ouais, c'est ça. Au minimum. Si plus, je te fais un prix, puis let's go, c'est ça que je veux. Faut que tu l'apprennes à s'entraîner. Si tu viens me voir souvent, tu vas mieux progresser. Moi, je suis content, t'es content, we good. Moi, c'est clairement, j'ai des coachs qui viennent me voir pour que je les coach à montrer aux gens comment coacher. Ben, tu sais, regarde, moi, je vais me faire entraîner avec JP. Tu sais, regarde, je sais comment m'entraîner, Ouais. mais j'apprends tout le temps quelque chose. Parce que sa spécialité, c'est les petites modifications sur les exercices, puis c'est pas mon skill set.
Moi, je suis un big picture guy, où je vais régler des problèmes, des gros problèmes en général, pas des micro-ajustements. Ouais. Puis quand je vais voir JP, je m'améliore tout le temps parce qu'il va toujours montrer quelque chose de mieux. Mais ça honnêtement, là, je pense que beaucoup de coachs bénéficieraient de se faire suivre par un autre coach. Tu sais, j'avais Stéphane Aubé qui travaillait pour moi. Lui, à chaque année, il engageait 1 ou 2 coachs pour faire ses préparations. Un, parce qu'il voulait pas avoir à penser à son training, mais aussi pour voir comment les autres coachs travaillent. Pour voir comment lui il peut intégrer ça dans sa façon de fonctionner. Ouais. Non, mais ça, C'est un plus, là, faire ça. Là, tu sais. Mais au Québec, on ne voit pas ça. Ailleurs, on le voit. Sincèrement, ailleurs, on le voit. Mais si la mentalité de petit peuple, c'est comme, ben non, je peux pas faire ça. Le monde va penser que je connais pas mon affaire, que je suis pas bon, fait que c'est mieux d'aller voir lui. Puis c'est tellement pas ça. Dans le fond, tu te tires dans le pied, c'est tout. Hein. Il doit y avoir une collaboration beaucoup plus grande entre. Tu sais, je sais que nous, on le fait, là, mais c'est... C'est une question d'insécurité, je pense. Ouais, vraiment. 100%. Beaucoup. Et moi, ce qui est pire, c'est quand je vois un coach qui vient prendre des tips avec moi, puis c'est bien correct, puis je me rends compte qu'il n'a même pas compris la base. Tout de suite, sur le terme de coach, OK, puis t'enseignes quoi aux autres? Si t'as pas compris toi, genre, c'est... OK, on est notre premier client. Ouais. Tu sais, c'est qu'il faut que tu aies des résultats avec ton premier client pour pouvoir en avoir avec d'autres clients. Ouais. Puis on disait aussi, faut que tu t'entraînes. Oui. Tu sais, je pense que tu me parlais ces temps-ci, tu lis Mike Menzer. Mike Menzer, qui a fait des techniques... Ben, tu sais, Mike Menzer, dans le fond, c'est que je regarde, j'ai lu l'ensemble de son œuvre. Puis, tu sais, j'ai la chance de travailler avec un gars qui s'est entraîné avec Mike puis qui a travaillé avec Mike. OK. Quand il travaillait pour Nautilus. Ouais. Puis, tu sais, je dirais Mike Menzer de 75 à 79. 1975-1979, où c'est là qu'il avait son meilleur physique, où il a gagné le Monsieur Univers, où il a gagné le Monsieur Olympia d'un poids lourd, où il a perdu l'overall contre Frank Zane. C'est une autre histoire. Ouais. Dans ce temps-là, son entraînement était excellent. Je n'aurais aucun problème à recommander les méthodes de Menzer sur les 15-79. C'était très, 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 très similaire à ce que Dorian Yates faisait. Donc, c'était 4 entraînements par semaine. C'était normalement 3 à 5 séries par muscle. C'était une série à l'échec par exercice. Donc, 4 exercices par groupe musculaire. Ça avait du sens. C'était très bas volume comparativement à ce que le monde faisait à l'époque, comme Arnold, ces choses-là, où c'est des trainings de 3-4 heures. Mais c'était censé. Après ça, ce qui est arrivé, c'est qu'en 80, à l'Olympiade, Monsieur Olympiade de 1980, Arnold Schwarzenegger était à la retraite depuis 4 ans de bodybuilding. Il a fait son comeback parce que c'était pour mousser le film Conan qui s'en venait. Ouais. Puis il est arrivé, puis il avait le même chest, le même biceps qu'avant, mais dos, épaules, triceps, jambes, c'était même pas la moitié. Ouais. Mais ils ont donné la victoire. Mike Menzer, ça l'a tellement tué, parce qu'il y avait des gros conflits avec Arnold en plus, qu'il n'a plus jamais compétitionné. Et en fait, il a arrêté de s'entraîner. Puis c'est là que quand tu vas lire son Heavy Duty Training, quand tu vas lire ses autres livres, où là, il commence à dire tu t'entraînes une ou deux fois par semaine, une série par muscle, that's it. Puis qu'à la fin, ses recommandations, c'est littéralement 15 minutes d'entraînement aux 9 jours. Mais c'est parce que c'est des recommandations purement théoriques. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ces recommandations, 75-79, brisaient le moule de l'époque, mais c'était ce qu'ils faisaient dans le gym. Ouais, puis on a des preuves concrètes aussi. Preuves concrètes. Ça a marché. Ouais. Tandis qu'après ça, c'était 100% théorie. Il avait pris les idées qu'il y avait ici, puis il les a poussées encore plus à l'extrême. Tu sais, c'est l'image. On peut faire une autre image. Tu sais, je veux faire une analogie avec, disons que tu es quelqu'un qui veut apprendre à satisfaire sexuellement une femme. Tu vas-tu aller voir le gars qui a vu tous les films de porn mais qui est vierge, ou tu vas aller voir le gars qui en a sauté 500? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Fait que tu sais, c'est quelque part, il faut que l'expérience compte. Là. Oui. Tu sais, la théorie, la masturbation intellectuelle, puis la réflexion peut t'amener à un certain point, mais c'est juste, il y a bien des choses qui sont complètement illogiques en réalité, en théorie, qui fonctionnent dans la vraie vie. Ouais. Mais si tu l'as pas essayé, tu peux pas le savoir. Puis là, t'as quelqu'un, là, tu vas le faire, là, puis ça marche à côté, là. Puis tu vas avoir un armchair theorist qui va t'argumenter à la vie, à la mort, que ce que tu fais, ça peut pas marcher. Parce que ça va contre la science. Ouais. Tu dis, dude, parce que moi, quelqu'un qui me dit ça, mais que les résultats sont là pour le prouver, puis il va sortir comme, ouais, mais c'est la génétique. Il était chanceux. Ah, ben, c'est les produits. Mais excuse-moi, ils font tout ça, là. Ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est quand même ceux qui ont les meilleurs résultats, là. Ouais. Mais qu'est-ce que tu donnes? Mettons que tu aurais un conseil à donner parce que tu en as formé énormément de coachs. Premièrement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un coach, quelqu'un qui veut s'aventurer là-dedans aujourd'hui pour être sûr d'avoir l'expérience, les acquis nécessaires puis la bonne voie à suivre pour devenir coach? Je vais faire un parallèle puis tu vas allumer parce que JP et moi, on joue au golf souvent ensemble. Puis il peut témoigner
OK? Que quand on est dans le champ de pratique, je suis un kingpin. Puis quand j'arrive sur le terrain, je me plante. Dans le sens que ce que je ferais dans le champ de pratique ne se transfère pas en game. Parce que moi, je suis quelqu'un qui va pratiquer 2-3 heures dans le champ de pratique, mais qui joue jamais. OK. Fait que je le transfère pas. Là où je veux en venir, c'est que si tu veux être un bon coach, faut que tu fasses du terrain. Ouais. Faut que tu fasses du terrain. Puis après ça, quand t'es tanné, faut que tu fasses du terrain. Puis après ça, quand tu aimerais ça faire d'autres choses, tu fais du terrain. Tu sais, à la limite, là, s'il faut que tu charges pas au début pour avoir des clients, charge pas au début. Faut que tu expériences. Honnêtement, moi, les 2 premières années que j'ai coaché, l'avantage, c'est que j'avais 19 ans et que j'habitais chez mes parents, j'ai rien chargé. Je chargeais pas. Mais ça m'a permis d'avoir plein de clients puis de pratiquer mon skill. Mon expérience. C'est pas juste d'avoir... Il faut que tu aies beaucoup de clients différents. Oui, Différent, la exactement. variété, c'est ça. ça qui est bon. Là. Ouais. Ça, il y en a plusieurs qui essaient d'aller dans une niche, ils se disent... À partir de moi, je vais être un strength coach de joueur de hockey. Exact. Un peu, là. Un peu, là, avant que tu aies une clientèle de joueurs de hockey, seulement de joueurs de hockey, ça va prendre un petit bout de temps. Regarde, quand j'étais à Saint-Louis, on était le centre officiel des Blues. On avait les Blues qui s'entraînaient là, on avait une coupe de gars des Rams, mais 80% de la clientèle, c'était du monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Charles Poliquin, c'était la même affaire. 80% Ouais. des clients de Charles Poliquin, c'était du monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Mais dans ses articles, il parle juste des athlètes. Ouais. Parce que c'est ça que le monde veut l'entendre. Fait qu'il y avait l'impression que Charles fait juste de l'athlète. Pas en tout. Ouais. Far from it. Ah non, mais moi, tout le monde pense et m'écrivent « Hey, tu prends-tu encore des athlètes, tout ça? » Je prends n'importe qui, là. Genre, mes clients préférés, c'est le monde en lifestyle, monsieur, madame, tout le monde. Parce que ils viennent puis ils sont ouverts d'esprit. L'athlète, souvent, ou le bodybuilder ou quoi que ce soit, il faut tu défasses tous ces concepts préétablis de ce que devrait Ouais, ça prend l'être. pas grand-chose pour qu'il retourne voir ses anciens amours, qu'il veulent essayer. C'est la même chose ce transfert, mettons, en posing, OK? Bon. Fait que j'ai toujours des clients qui m'écrivent, ils me disent « Hey, j'aimerais ça prendre rendez-vous avec toi, mais il dit tu prends-tu les débutants? » À chaque fois, je suis paré, je suis comme mon but, c'est de t'enseigner ça, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui, Puis exact. à chaque fois que, mettons, je vais avoir quelqu'un d'avancé qui demande mon aide, puis là, OK, fait que fais ton double bicep, puis là, on va faire un ajustement pour ton quad, pour tes lats, puis là, ouais, mais là, cet ajustement-là, regarde, là, mon vas, là, ici, interne, il sort plus de la même façon. Je suis comme, OK, mais regarde le reste, comment Ensemble, qui est mieux. ensemble. Tu sais, Ouais. fait que il y a toujours ce parallèle-là qui se fait, on dirait, tu sais. Ouais, mais avec un débutant, à l'inverse, il veut. Lui, il écoute, il va tout... Il écoute, il est full Il ouvert. le fait, puis après ça, il est comme, wow, c'est Puis vrai. surtout que l'avancée, il y a des propres. Dans le fond, l'avancée, ou la personne qui a de l'expérience, on voudrait dire. Ouais. OK? Lui, mais qui n'a jamais eu de coaching en posing. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est qu'il va vouloir toujours maximiser ses forces. Même si ça veut Ben, dire que ses faiblesses sont visibles, tu comprends? Ça, mais il est très sélectif. Moi, je leur dis, tu es sélectif avec ton œil. Ça veut dire que, là, toi, Ouais, tu parles, ça. mettons, de tes forces. T'as un Mais, muscle que tu veux qu'il sorte. mettons que tu fais un double bicep d'avant, puis toi, t'aimes pas ton chest. Tu vas probablement faire en sorte que ton chest look 2% mieux, Ouais. puis tu perds le reste. C'est ça. Exact. Tu sais? Moi, je me Ah ouais. rappelle, mon gros problème, c'est moi, ma grosse force, c'est les abdominaux. Ouais. T'sais, c'est peut-être à cause de mon background d'haltérophile. sûr. En top condition, j'ai un 8-pack, puis c'est creux, puis c'est etched. Fait qu'à chaque fois que je posais, je voulais Flexais. maximiser. Fait que là, je faisais mon front double bicep, je squeezais de même. Fait que je me penche de même, puis j'ai l'air bien plus petit, tu comprends? Ouais. Ouais. Puis même quand je faisais mon side relax, je me crunchais de même, puis tu prends vois, moins c'est ça. d'espace. Fait que sur certaines poses, ça pourrait faire du sens, mais sur un double bicep, ça faisait aucun sens. Exact. Fait que tu peux pas être toujours sélectif. Faut que tu vois l'ensemble. L'ensemble. Pour ça, exemple, les gars, je leur dis tout le temps, pose pas juste devant le miroir. Je dis, enregistre-toi, filme-toi, tu te vois pas, fais tes poses, puis après ça, regarde. Là, tu vas te regarder, tu vas te dire, mon Dieu, ouais, j'ai pas l'air vraiment hot là-dessus, tu sais. Fait que ouais, Puis ça même change. mon monde en lifestyle qui veulent un peu plus, moi, je les envoie toujours avec Pascal poser. Parce que c'est la meilleure façon de créer un mind-muscle Exact. connection 100%. dans le 100%. posing. Si t'es pas capable de comprendre c'est quoi un front double bicep, puis je te dis, mets-toi comme si tu le ferais en avançant ton lat, en faisant une rotation externe, ben, il va le comprendre en posant, puis à force de le pratiquer, ben, il va voir c'est où sa Tu lacune, qu'est-ce développes qui manque. un sens de coordination. Vraiment. premièrement. Fait que oui, tu Vraiment. dois engager tes muscles, mais sans... Tu sais, ton but, c'est pas de raccourcir complètement, c'est comme juste un isométrique de le garder. Puis même pour aller plus loin que ça, moi, ce que j'aime aussi, pour ceux-là qui sont, mettons, même avancés, mais semi-avancés, si tu poses comme il faut, tu peux bien évaluer ton physique. Exact, c'est un bon outil de Fait que, tracking. tu sais, souvent, les gars, là c'est moins pire, puis honnêtement, je pense que je suis responsable pour ça ici, parce qu'il n'y a personne qui le fait. Ouais. Mais avant, le monde ne posait pas, même off-season. Non. Mais là, tu poses pas, OK?
Puis comment tu veux vraiment bien savoir qu'est-ce que tu as amélioré si tu le regardes même pas? C'est comme un powerlifter qui ferait jamais de bench, squat ou deadlift à l'entraînement. Ouais, c'est ça. Exact, c'est ça. Il va faire tout le reste, là, mais il dit non, j'attends que ce soit le bon moment. Je vais faire du bench juste à la compétition. Ouais. On va voir comment ça va bien aller. Là. Ou 2 semaines avant la compé, juste pour dire. Tu sais, bodybuilding, ton sport, c'est de poser. C'est posé sa scène. C'est comme si un joueur de football s'entraînerait dans le gym, sprinterait, mais pratiquerait jamais au football jusqu'à la première game. Ouais. Ou une semaine avant, on va pratiquer le football, les boys. C'est vraiment ça. Voir comment ça va fonctionner. Ouais. Mais tu regardes les old school guys, c'est du monde qui posait beaucoup. Même souvent, ils posaient entre les séries. Ouais. Puis, tu sais, oui, c'est sûr que les protocoles, c'est pas les mêmes qu'aujourd'hui, mais je pense que c'est beaucoup responsable pour la différence dans la qualité du physique. Oui. La maturité musculaire, être plus creusée, ces 100%. choses-là. Fait que, tu sais, c'est le tonus musculaire, je pense Mais que comme on le ça. dit, c'est une maîtrise de tes muscles qui carry on dans ton training potentiellement aussi. Ça Fait va que ça. c'est sûr que ça va t'aider. Puis moi, je leur dis tout le temps, de ce temps-là, je le dis à chaque client, on dirait, vois ton posing comme un entraînement. Fait que c'est une phase d'entraînement pour ta préparation. Fait que tu sais, si je te donne un nouveau plan, tu le fais, puis là, après ça, ton training, tu me textes, tu me dis, Pascal, le training, t'es tough, man, j'ai mal partout. Puis là, plus tu le fais, ça va bien, crème. Le training, ici, je suis même plus raqué, gros. J'ai un an, tu sais. Tu sais, je pense que le pire, c'est tant que tu n'as pas fait une compétition ou que tu as pas mal de monde dans ta classe, tu le sais pas à quel point tu peux te péter en posant. Ouais. Parce que les comparaisons, puis c'est du volume, c'est tough. Tu sais, c'est le manque de respiration, c'est la chaleur. Si tu l'as pas pratiqué, comment tu veux... Là, ce qui va arriver, c'est que tu vas être correct sur première comparaison, puis plus ça va aller, plus tu vas fader, plus tu vas disparaître. Oui. Ouais, puis c'est ça. Fait que ça, c'est super important de le voir que tu vas devenir meilleur progressivement jusqu'à ta compétition. Puis je leur dis tout le temps aussi, pratique pas juste quand t'es full pompé. Fait que tu as fait des choses, tu vas comprendre. Moi, je leur dis, pratique après ton cardio à jeun. Tu vas être vide, tu vas être dégueulasse, tu n'aimeras pas ça. Mais je te le garantis qu'il y a des bonnes chances que tu te sentes de même sur le stage. Ça bourse. Surtout si tu manques ton peaking, avec le stress. Parce que même si tu réussis ton carb up, tu peux stresser puis tout scraper. C'est ça. Le cortisol va faire de la rétention d'eau, va dépliter. Vu que tu n'as pas bu beaucoup, l'eau et les électrolytes, c'est ça qui te renflate. Le monde pense que c'est juste l'absence de carbs qui te renflate. C'est majoritairement l'absence d'électrolytes. Même sur une diète low carbs, prends du sodium à côté, là, puis tu n'auras pas l'air flat. Je dis pas que tu es plein à côté, mais tu n'auras pas l'air flat. Puis un exemple, le monde qui vont faire comme pour se loader, vont faire un cheat. Mettons, ils vont manger des burgers, des choses comme ça, des frites. C'est le sodium, exactement. C'est pas les carbs, c'est pas le fat, c'est le sodium qu'il y a dedans. C'est ça qui fait la différence. Quelqu'un qui est backstage, là, puis fuck, je suis flat, puis ça va manger genre une patate douce. C'est pas ça que t'as besoin. T'as besoin de manger des chips salés à côté. C'est le sel que t'as besoin. Puis moi, on parle beaucoup de bodybuilding puis du posing, mais même pour les clients lifestyle, que leur objectif, c'est dans le gym, parce que là, le bodybuilding, le mot fait peur aux gens, mais en tant que tel, c'est composition corporelle en français. Fait que 90%... C'est composition corporelle poussée à l'extrême. Exact. Mais, c'est le même processus. Mais le même processus, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. C'est rare que quelqu'un vienne me voir dans le gym. C'est un petit pourcentage que c'est pour une préparation athlétique ou c'est pour, mettons... je sais pas, une préparation athlétique, mais généralement, c'est pour améliorer son physique. Fait que c'est du bodybuilding. Fait que tout ce qu'on dit là, ça s'applique aussi à monsieur, madame, tout le monde. Moi, j'appliquerais pas le 5 grammes de test. Là. Peut-être pas. Peut-être pas, mais genre la base est pareille aussi. Ces gens-là doivent s'apprendre à s'entraîner, puis quand ils apprennent à bien faire un mouvement, ils voient des évolutions que 10 ans à pousser les mêmes machines à la même place, à la même heure, ça n'a pas fonctionné. Souvent, ils me demandent « Hey, j'ai perdu mon temps, moi, durant tout ce temps-là. » Ouais? Ah ouais, tu faisais rien que bouger de la fonte pour bouger de la fonte, mais tu réfléchis pas à ce que tu faisais. Fait que moi, c'est important que le mot, il fasse plus peur aux gens. Du bodybuilding, composition corporelle, il l'a à l'extrême, puis il l'a aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est la même façon aussi. Puis même ces gens-là, dans le posing aussi, je leur demande de pas me faire un check-in avec les épaules tombantes. Tu sais, genre, redressis-toi, apprends à sentir tes lattes, puis je leur apprends dans leur mouvement à les sentir. Fait que quand ils font le faisceau de check-in, ils sont capables de traquer un certain progrès, puis voir, si, je le vois, là, mon problème, là.
Ben oui, tu le vois là. Je me rappelle, j'avais lu un livre dans le temps. J'aime ça lire les vieux livres historiques. C'était un livre de 1912, quelque chose comme ça, qui s'appelait Max Halding. C'était, dans le fond, l'utilisation de contrôle musculaire pour développer un physique. Essentiellement, faire des pauses. Ouais. Puis ça avait marché pas mal. Puis le gars, il avait un Christy de physique juste en pratiquant ses pauses. Fait il y a un impact. Ah oui. Même au niveau du volume musculaire, c'est l'attention. Tu crées de l'attention. Je ne dis pas que tu vas bâtir une masse musculaire comme quand tu lèves des weights, mais tu as un bénéfice quand même. Non seulement au point de vue du mind muscle connection, mais ça a un effet métabolique direct. C'est sûr. Tu sais, je pense que juste Séance ça... de posing après, les Ben, gars, c'est en soir total. Pense-y. Tu fais une bonne séance de posing de 45 minutes. Là, Ouais. OK? Tu brûles combien de calories, tu penses? T'en brûles en crise. Ah, là. dans le Christ. Tu sais, tu Ouais, peux je brûler... le vois, moi, ils sont tout trempes dans le calme. Trempe. Ah oui, ça peut être vraiment un bon 350, 400, 450. Tu brûles plus de calories en tout cas que dans une séance de cardio de la même durée. Mais tu sais quoi, ça, je le dis tout le temps. OK? Ouais. Puis, tu sais, nous, là, on va commencer de plus en plus à prep des gars. Mais je leur dis tout le temps parce que, justement, ils sont tout trempes. Ils ont chaud, puis ils me disent, ah, hey, les gros, c'est plus tough que du cardio. Je dis, hey, je dis, écoute-moi, là. Ouais. Puis j'imagine que tu fais ça le matin. Au lieu de ton esti de tapis, man, à 3, pas d'inclinaison, les mains, l'affaire. Quoi, t'as écouté mes lives, hein? Non! C'est ça. Ouais, tu t'es pas sais- dans la même optique, toi. Mais tu sais, dans un optique d'intensité, Ah oui. puis de quelque chose qui est conductif à ton sport, je suis comme, Ouais. yo, intègre ça. Moi, souvent, j'en dis, j'essaie de garder comme ma barrière, je dis, parle-en à ton coach. Je dis, regarde, là, ça. oui, ben À la limite, oui. combine. Oui, Fais- moi fais- aussi, fais j'en 10 dis, minutes de combine. cardio, Ouais. 5 minutes de pause. 10 minutes de cardio, 5 minutes de pause. 10 Ouais. minutes de cardio, 5 minutes de pause. Fait que tu viens d'augmenter de 15 minutes, tu fais 45 à la place de 30, c'est pas mal moins plate. Ouais. Pas mal moins plate, puis c'est ton 15 minutes de posing brûle plus de calories que le 30 minutes de cardio. Puis en même temps, tu as un effet sur le développé musculaire. 100%. Puis là, quand tu t'en vas manger ton meal après, il rentre à la bonne place aussi. Là. Exact. Ah oui. Ah oui. Tu sais? Ben oui. Dorian Yates, il y avait lui, ce qu'il disait, c'est quand il piquait pour une compétition, quand il faisait son loading, sa stratégie, c'est qu'avant chaque repas Ouais. de loading, Ouais, il posait. il posait pour les muscles qu'il voulait mettre l'emphase. Donc, mettons son biceps, son triceps, whatever, ou poser en général pour envoyer plus facilement les carbs dans le muscle. Parce que tu vas activer les transporteurs GLUT4. Donc, c'est plus facile de transporter les nutriments dans le muscle. Ouais. Si ton muscle était actif physiquement. Ouais. Fait que, c'est une bonne façon d'améliorer ton carb up. Puis en même temps, ça peut permettre de voir, OK, tu sais, combien de personnes ont tellement peur d'arriver flat sur le stage qu'ils prennent trop de carbs, Oui. puis ils arrivent Oui. water retention distended à côté. Là, ce qui arrive, là, pense-y, là, OK, avant chaque repas de carb up, tu poses. Oui. Fait que tu regardes qu'est-ce que ton physique a l'air. Puis là, tu vas manger, puis tu peux reposer après, puis tu revois la différence. Ouais. Tu sais, tu vois ton évolution. Au lieu de dire, oh, je commence à être un peu watery, ben arrête. Tu sais, je faisais faire ça avec Mark Dugdale quand il a piqué pour l'Olympia. À chaque heure, il fallait qu'il m'envoie les pauses obligatoires. Ouais. Pour voir. Puis après ça, il prenait des carbs. Je disais, OK, prends 20 grammes de carbs, prends 40 grammes de carbs. C'est de la job, mais tu sais, le bon coaching, c'est ça. Là. Ah oui, J'aimais c'est son physique à lui. Ah, Ouais, moi, c'est pas mal. C'est le physique que je m'identifie le plus parce que physiquement, il est structurellement similaire. Tu sais, il a un long tronc, des épaules étroites, il n'y a pas de bras. Mais il y a une belle symétrie. Il, je trouve. il est esthétique. Il est Ouais. esthétique. Ouais. Ouais. Mais tu sais, c'est ça le posing, puis on le voit que justement c'est bon, puis ça a tout le temps été aussi ma philosophie. Mais tu sais, récemment, j'ai commencé à offrir un service aux compétitions la veille. Je me Ouais, c'est déplace, plus puis je viens un 30 minutes. Fait que, pas une affaire d'une heure que je vais te brûler. là. 30 minutes qu'on fait une révision, puis juste pour être sûr que c'est frais dans ta mémoire. Puis pourquoi j'ai commencé à vouloir faire ça? C'est parce que tous les clients que j'avais, que j'aidais pour une compétition, puis là, j'arrivais le lendemain voir la compétition, puis ils oubliaient tout. Puis là, j'étais assis, là. Puis là, je vois mes clients, puis je suis là, qu'est-ce que tu fais, man? Ouais. What the fuck? Tu sais, il y a la partie stress, puis souvent, les gens, quand ils sont stressés, ils Ça va oublient plus tout. vite, ça va Puis plus le vite. patron, tu sais, original, il prend le dessus, puis tu sais, ça scrape. Mais au moins, en étant la veille, je suis comme, on va mettre les chances de notre bord. C'est ça. Mais souvent, il y en a qui me disaient, ah, je suis pas sûr, mon coach me dit, c'est pas trop une bonne idée, faut pas que je me brûle avant la compé. Non, Puis voyons. j'étais comme, là, quand j'entendais ça, là, j'étais là, ton coach, il connaît rien. Je suis Ben non, désolé, ben non, là, mais. Ouais, Et en ouais, plus, ouais. juste au point de vue stress. Ouais. Tu sais, parce que si
T'es Tu confiant. poses avant, t'es confiant. Ben oui, Exactement, tu vois, t'es confiant, Ouais, t'as moins de stress. T'es juste la veille de... T'es confiant, là, je veux dire. Ben oui. Puis là, tu le sais que tu vas faire tes pauses comme Tu sais que ça. ça va être Tu bon, pars la c'est ça. tête C'est libre ça, là, et c'est tout. ça. T'as une approbation de quelqu'un d'autre, t'es comme, OK, parfait, je refais ça. Ouais. C'est comme, tu check dans ta tête, puis c'est all good. Tu sais, c'est mieux ça. C'est quoi tu veux faire? Tu veux rester dans ton lit pendant 5 heures en train de penser, je vais-tu être correct? Mon quad sort. Tu vas dans la salle de bain, tu te regardes, je suis correct. Tu flexes ton quad, tu flexes pas le reste. Ouais, ça, c'est c'est ça. ça. OK, quoi, ça revient, quoi, ça. Ah, c'est En ça. réalité, sur le stage, tu vas pas être genre, check mon quad, pas le reste. Là, Ah, tu sais. ouais. Je suis pas d'accord avec ça. Alright, donc juste avant qu'on manque de gaz là, pour la dernière partie, on rentre pas mal dans notre temps, puis on voulait faire la conclusion. Puis tu sais, je pense que notre mission, tu sais, si on ramène à notre mission initiale de pourquoi on a démarré le podcast, c'était justement pour un petit peu démystifier ce qu'on... Débattre aussi des opinions. Ouais, exact. des opinions, mais tout ce qu'on voit qui est peut-être faux. Ouais. Puis tu sais, là, quand JP me dit je pourrais amener Chris, on était comme c'est parfait parce que là, ça va chercher quelqu'un au-dessus de nous en termes d'expérience. Ouais. Puis on a comme très bien aligné quand même sur la majorité des choses. tu sais. Ben, je dis souvent que Chris est comme à mi-chemin entre extrêmement la science, mais extrêmement bro aussi. Là. Ouais. On a pu le voir, là, il en a fait des tests de manger de la marde. Ben, tu sais. C'est la première chose qu'il me dit, genre, hey bro, on peut-tu arrêter en descendant à manger des burgers? Fait que tu sais, il est très. En fait, juste me pratiquer, la raison qu'il a fallu que je fasse un break pour aller aux toilettes, c'est que j'ai dû prendre 6 canettes de AEW de root beer diète à matin et me préparer pour la AEW qu'on va manger tantôt. Bon, puis Je tu sais, suis dans le mood. Même par Facebook, j'ai envoyé une photo. Exact. J'envoie la publicité de AEW de genre 1990. Là. Ah, ouais, ouais. Puis il a pas arrêté de la chanter dans le char. Fait qu'il était full heureux de ça. Fait que non, mais c'est pour dire vraiment, c'est pour ça que j'aime parler souvent avec lui, c'est qu'il y a vraiment un aspect scientifique puis beaucoup d'expérience, mais il est capable de ramener aussi puis comprendre un peu la bro science puis ramener à la pratique. Fait Ouais. que c'est ce Mais que je trouve qui est intéressant. C'est toujours ça qu'on s'est dit entre nous, c'est que la réponse est à mi-chemin. À mi-chemin, toujours. C'est quelqu'un qui est dans l'extrême qu'on parle des études des sciences, forcément, ça marchera pas optimalement. Puis celui qui est peut-être juste dans l'effort, qui se brise tout le temps au gym, qui sait pas ce qu'il fait. Moi, je Ben, pense que tu sais. la science te donne une piste. Oui. Ça t'oriente vers où tu peux aller. Ouais. Puis à partir de là, c'est à toi à aller trouver c'est quoi la bonne application. Qui sera jamais... Encore là, OK. Si tu veux utiliser la science, ça, je vais dire ça à tous les evidence-based guys. Là. Ouais. Si tu veux vraiment être true to form, être intellectuellement honnête, là, lis pas juste les abstracts des études. Lis l'étude au complet. Parce que des fois, quand tu lis l'étude, tu vas te rendre compte que les résultats sont pas nécessairement dus à ce que tu penses qu'ils sont dus. Je vais donner un exemple. Il y avait une étude, à un moment donné, je ne me rappelle pas de l'étude, mais qui étudiait l'impact du volume sur la progression. OK? Puis, à quel point c'était ridicule. Là. Pour moi, dans l'étude, ils ont dit que toutes les séries avaient été amenées à l'échec musculaire. Okay, ça, c'est important de comprendre ça parce que ce que je vais dire, tu vas voir que c'est impossible. Puis, je regardais le protocole au volume. Là. Ça commençait par 16 séries de 8 reps au squat avec 1 minute de repos. To failure. C'était 8 x 8. Après ça, tu avais 16 x 8 leg extension. 16 x 8 leg curl. 16 séries à l'échec. Avec 1 minute de break. Voir si tu peux faire ça. C'est impossible. Tu lèves plus rien. Là. Ça fait même pas complet, c'était impossible. Non, c'est ça. Fait que, la conclusion de l'étude, c'était plus de volume avec plus de résultats. Dis, mais voler l'étude, voir si ça a du sens ce qu'ils ont fait. Là. Ouais. C'est applicable à la vraie vie. Là. Fait que, tu sais, si tu veux vraiment utiliser la science, la plupart du monde qui se disent « je suis basé sur la science », vont même pas lire la science. Ils vont lire l'interprétation de la science que leur Instagram influencer préféré fait, okay? Que lui a même pas vraiment lu l'étude au complet, il a lu le abstract, peut-être même pas l'abstract au complet, juste le 2 lignes de conclusion, okay? Puis il fait une conclusion complète basée à ça, tu sais. Si tu veux être intellectuellement honnête, là, moi je me base sur la science, lis l'étude, analyse l'étude, réfléchis sur c'est comment je peux l'appliquer. 100%. Ça envoie un message clair, je pense, à tous ceux qui utilisent la science tout le temps. Non pas qu'elle est mauvaise, mais faites ce qu'il dit, puis vous allez avoir une meilleure interprétation de ces études-là. Ouais. Fait que ça rappe. On voit c'est quoi nos intérêts, c'est quoi le message. C'était un bon épisode. J'espère que vous allez tous apprécier ça. Puis on se dit à la prochaine. Yes.